Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La consternation en Italie après la violence des tifosi à Catane. Un policier a été tué. Tous les matchs ont été suspendus. Romano Prodi promet des mesures draconiennes. La grippe aviaire fait son retour en Europe. En Angleterre a été détecté le fameux H5N1 qui a décimé un élevage de dindes. Toutes les volailles vont être abattues. Sanglant attentat en Irak, le plus meurtrier de ces derniers mois. 127 morts, 300 blessés. Un camion bourré d'une tonne d'explosifs a sauté près d'un marché à Bagdad. Jacques Chirac lance un appel à la mobilisation internationale contre la crise écologique. Une quarantaine de pays, dont la France, veulent une charte garantissant un nouveau droit de l'homme. Le droit à un environnement sain et préservé. Et s'il n'y avait plus de saison, l'hiver indien n'en finit pas. Du beau temps un peu partout en France, des températures plutôt très douces, en particulier sur la Côte d'Azur. De véritables scènes de guérilla urbaine autour du stade de Catane. Le football s'enfonce dans la violence en Italie. Le pays est sous le choc. Un policier de 38 ans a été tué hier lors de ses affrontements avec des supporters en marge du derby sicilien. Le match était classé à haut risque. Laurent Boussier. Les affrontements ont débuté avant même le début du match. C'est semble-t-il au moment où les supporters de Palerme entrent dans le stade que les ultras du club de Catane s'en prennent aux forces de l'ordre. Bagarre, provocation, fumigène, le jeu est même arrêté plus de 30 minutes, la sécurité des joueurs n'étant plus assurée. Mais le pire est à venir. Catane a perdu, alors la violence de ces tifosi se déchaîne. Jets de pierre et de pétards contre grenades lacrymogènes. Très vite, le nombre de blessés augmente. Parmi eux, plusieurs policiers gravement touchés. L'un d'eux, atteint par un gros pétard au visage, va décéder à son arrivée à l'hôpital. L'officier de police était dans un état désespéré. Quelques minutes après son arrivée, son cœur s'est arrêté. Et malgré les massages cardiaques que nous avons faits, au bout de 45 minutes, ni son cœur ni ses poumons ne fonctionnaient. Derby sicilien classé à haut risque, ces matchs Palerme-Catane sont toujours l'occasion de bagarres entre ultras des deux clubs. Mais hier soir, la violence est montée d'un cran. Un mort et plus de 100 blessés. La réaction de la Fédération italienne de foot est immédiate. La décision de suspendre tous les matchs de championnat de cette semaine a été prise à l'unanimité. On ne peut pas recommencer à jouer tant qu'on n'aura pas isolé ces enragés. Il s'agit de délinquance pure. 19 supporters de Catane, dont 9 mineurs, ont été arrêtés. Ironie de l'histoire, ce match avait été précédé d'une minute de silence en mémoire de cet homme, dirigeant d'une équipe amateur locale, décédé samedi dernier en protégeant ses joueurs de violences des supporters d'un club adverse. En Italie, c'est la consternation. Cette violence n'a plus rien à voir avec le football et elle doit être éradiquée. Romano Prodi, le président du Conseil, promet des mesures draconiennes. Tous les matchs ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, y compris pour la Squadra Azzurra. Michel Platini, le nouveau président de l'UEFA, apporte son soutien à ces suspensions. Voyons comment réagissait aujourd'hui en Italie. Correspondance Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. En ce jour de la Sainte-Agathe, Catane devait faire la fête. Évidemment, ce matin, tout a été annulé. La sainte de la ville a juste eu droit à une procession qui avait des allures d'enterrement. Les abords du stade sont encore fumants et la voirie n'a pas encore totalement fait place nette. À l'endroit même où le policier a été tué par un pétard, quelqu'un est venu déposer un bouquet. Pour moi, c'est la fin d'un rêve de gamin. Cet après-midi à Rome, le match du jour, c'était France-Italie en rugby. Autre sport, autre supporter. Le voilà le vrai esprit du sport, c'est le rugby. C'est une honte, ça suffit, ça doit s'arrêter. Il y en a marre du foot, stop. Même réaction place del Popolo, dans le centre de Rome. On ne peut pas mourir au stade, ça me laisse sans voix. Tous les dirigeants politiques ont condamné les violences, à commencer par le premier d'entre eux. Il s'agit de mettre en place un dispositif solide pour modifier radicalement la situation. Il faut une loi répressive. On a peur d'employer ce terme, mais on a affaire à une horde de barbares et de criminels. On ne peut plus faire autrement. Il faut remonter à 1995 pour retrouver une telle situation où le championnat de football avait été suspendu à la suite de la mort d'un supporter. La folle nuit de Catane prend maintenant des allures politiques. Lundi, le gouvernement recevra les dirigeants de la Fédération de football et mardi, le ministre de l'Intérieur devra s'expliquer devant l'Assemblée nationale.
L'Italie, une nouvelle fois confrontée à cette délinquance des ultras qui minent le football. La semaine dernière déjà, on l'a dit, un dirigeant d'un club amateur avait été tué. Une violence absurde qui touche la plupart des clubs européens. Manuel Tissier. Carabiniers contre supporters. C'est devenu un classique du dimanche en Italie. Chaque journée de championnat, ou presque, est marquée par des incidents, scandés par le balai des ambulances et le choc des matraques. Les cris racistes, les étendards nazis fleurissent dans les tribunes, à Rome notamment, depuis des années. En 1995, un supporter génois avait été poignardé dans une bagarre. Mais les soi-disant fans italiens n'ont pas le monopole de la bêtise. Aucun pays en Europe n'a été épargné par des incidents plus ou moins graves ces derniers mois. Même la Suisse est touchée par le fléau. La saison dernière, un match entre Bâle et Zurich a dégénéré en bataille rangée sur la pelouse, puis en ville. L'Allemagne et sa Coupe du Monde plutôt pacifique a pourtant vécu cet été des combats de rue à Cologne et Dortmund. En France, la mort d'un jeune supporter du PSG à la fin de l'année près du Parc des Princes a relancé le débat sur l'insécurité dans et autour des stades français. Des dizaines de supporters parisiens ont été interdits de tribune à la suite de ce drame. Les sanctions peuvent aussi toucher les clubs. Rotterdam a été exclu de la Coupe d'Europe. Une poignée de Néerlandais avait semé la terreur à Nancy et provoqué l'interruption du match. Michel Platini soutient ce soir la décision de la fédération italienne. Le nouveau président du foot européen a déjà un dossier brûlant sur son bureau. En Irak, on a atteint encore aujourd'hui un vrai tournant dans la violence avec cet attentat suicide qui a fait, selon un dernier bilan, 127 morts, 300 blessés. Un camion piégé bourré d'une tonne d'explosifs a sauté près d'un marché de Bagdad. Les bâtiments alentours se sont effondrés sous la violence de la déflagration. Benoît Bringer. Une victime de plus. À l'hôpital de Bagdad, elles arrivent par dizaines. Confusion et panique. Pour beaucoup, il est déjà trop tard. Bagdad l'ensanglanté vient de connaître sa journée la plus meurtrière depuis le début de l'année. Plus de 120 morts, bilan bien sûr encore provisoire. Plus de 300 personnes sont blessées, la plupart dans un état grave. L'attentat a eu lieu quelques minutes plus tôt, près du marché très fréquenté de Sadria, en plein cœur de la capitale irakienne. Une énorme bombe a explosé sur le marché et tout le monde a été recouvert. Après, je ne me souviens de rien. Le toit de mon magasin s'est effondré sur ma tête et après j'ai perdu connaissance. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé par la suite. À l'origine de l'explosion, un camion piégé conduit par un kamikaze. À l'intérieur, une tonne d'explosifs. Le Premier ministre irakien attribue ce soir cet attentat aux partisans de Saddam Hussein et aux extrémistes sunnites. Au même moment, Kirkouk et Mossoul, deux villes du nord du pays, ont décrété un couvre-feu après une série d'explosions de voitures piégées. Ces attentats interviennent à quelques semaines de l'envoi de nouvelles troupes américaines dans le pays et alors que pour la première fois, un rapport des renseignements américains parle de signes de guerre civile. Au mois de janvier, les violences en Irak ont fait plus de 2000 morts. La grippe aviaire fait son retour en Europe après la Hongrie. C'est en Angleterre qu'a été détecté le virus le plus dangereux, le fameux H5N1, qui a décimé un élevage de daines dans l'une des plus grandes fermes d'Europe. Et ce sont toutes les volailles qui devront être abattues par mesure de précaution. Correspondance Maryse Burgour. Au cœur de cette paisible campagne anglaise, un virus mortel transmissible à l'homme s'est invité, le H5N1. Dans cet élevage du Suffolk, il a causé la mort de 2600 dindes. Les autorités s'emploient donc aujourd'hui à éviter toute épidémie. Abattage systématique de toute la volaille de l'exploitation. Périmètre de sécurité et désinfection de tous les véhicules circulant sur la zone. Les autorités sont en alerte. Et dans le village, on leur fait confiance pour circonscrire le problème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de menace pour le public. Les autorités ont imposé une quarantaine et pris les mesures nécessaires. On verra ce qui se passera. À Londres, discours rassurant des spécialistes, le virus n'aurait pas quitté l'enceinte de la ferme. Aucun oiseau n'a quitté l'élevage, aucun produit n'est sorti. La maladie a donc été contenue dans l'exploitation. Selon les experts, un oiseau sauvage aurait pu apporter ce virus dont la souche vient d'Asie. Il se serait introduit dans les élevages. Hypothèse plausible, même si ce n'est pas l'époque des grandes migrations.
En ce samedi ensoleillé, les petits londoniens continuent à nourrir les cygnes dans les parcs de la ville. Écoutant les conseils des autorités, la population ne cède pas à la psychose aux oiseaux. Et en France, le ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau, a saisi l'Agence française de sécurité sanitaire pour une évaluation des risques, rappelant que des mesures de surveillance sont effectuées en permanence dans le pays. De nouveaux incidents dans les Yvelines, d'abord à Chanteloup-les-Vignes, où une femme policière a été prise à partie hier dans la soirée par une trentaine de jeunes. Elle était dans sa voiture, elle a été blessée. Du côté de la préfecture, on parle d'actes prémédités. Samassoula, David Fossard, Delphine Parek-Miller. 20h hier soir, 2 policiers ferment et quittent ce poste de police. À l'extérieur, une trentaine d'individus cagoulés les prennent à partie en jetant des projectiles sur leur véhicule. Les policiers parviennent à quitter les lieux et donnent l'alerte. Munis de cocktails Molotov, les individus pénètrent dans les locaux qu'ils saccagent. Des affrontements ont lieu avec les renforts de police arrivés sur place. Une policière de 28 ans est violemment agressée dans son véhicule. Les policiers donc, qui étaient inférieurs, en situation d'infériorité, se sont retirés. Malheureusement, je dirais, le véhicule conduit par la jeune policière a calé dans le mouvement et ils ont donc pu s'attaquer plus facilement à elle. Mâchoire et poignet fracturés, la policière a 15 jours d'incapacité de travail. Voici ce qu'il restait ce matin d'un autobus incendié. Seul à bord, le chauffeur a été contraint de descendre. Selon la police, aucune cause rationnelle à ces incidents. Simple coïncidence ou lien réel, il y a un an, jour pour jour, un jeune homme issu de la cité était abattu lors d'un braquage à Paris. Mais pour le maire de la commune, il s'agit plutôt d'une lutte d'influence entre bandes rivales. On n'arrive pas de façon impromptue avec des cagoules dans la poche pour se mettre sur la tête pour pas qu'on vous reconnaisse dès le départ, et avec des cocktails Molotov qui sont tout prêts. Dans quel but? Marquer le territoire, montrer qu'on existe. Pendant les émeutes de 2005, Chanteloup-les-Vignes était resté calme. Aujourd'hui, habitants et associations ne comprennent pas une telle violence. De tels événements blessent énormément les habitants qui pour eux avaient une grande fierté que la ville soit très calme pendant les émeutes et que de tels événements viennent gâcher tout ce travail de complémentarité, de solidarité mutuelle. Aucune interpellation n'a eu lieu hier soir à Chanteloup-les-Vignes. Les vidéos de surveillance du poste de police sont en cours d'analyse. Et au Mureaux, ce sont plusieurs voitures qui ont été incendiées hier soir. Ces incidents se sont produits dans 2 quartiers sensibles. Plusieurs dizaines de jeunes ont pris à partie des policiers. 4 jeunes ont été placés en garde à vue. Ils ont une vingtaine d'années. 2 des suspects viennent d'être relâchés. L'appel de Paris pour une mobilisation internationale contre la crise écologique qui menace la planète. Après le rapport très alarmant des scientifiques, la réponse de la communauté internationale, une quarantaine de pays, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, préconisent une charte commune garantissant un nouveau droit de l'homme, le droit à un environnement sain et préservé. Jacques Chirac a clôturé cette conférence de Paris en ces termes et par cet appel, on l'écoute. Nous tous, ici présents, citoyens de la Terre, nous appuyons les efforts des nations qui se mobilisent dans un esprit de souveraineté partagée pour renforcer la gouvernance internationale de l'environnement. Nous appelons à transformer le programme des Nations Unies pour l'environnement en une véritable organisation internationale à composition universelle. S'agit-il des effets du réchauffement climatique? Pas nécessairement, mais l'Indonésie est en tout cas une nouvelle fois frappée. Des inondations dévastatrices ont touché Jakarta, la capitale. Plus de 100 000 personnes ont été forcées de fuir la montée des eaux. Des pluies torrentielles sont encore attendues ce soir et demain. Dans certains quartiers, le niveau de l'eau s'est élevé de plus de 2 mètres. Et aux États-Unis, une tornade a balayé le centre de la Floride, des vents de plus de 220 km/h, des dégâts considérables et un bilan revu à la hausse. Désormais, 19 personnes au moins ont trouvé la mort dans cette tempête aussi brusque que violente. Aurélia Guilma. Sur des dizaines de kilomètres carrés, le même paysage apocalyptique. Les maisons se sont effondrées par centaines, comme des châteaux de cartes. Celles qui sont encore debout n'ont plus de toit. Les canalisations ont explosé. Des quartiers entiers sont dévastés. En quelques heures, la tornade les a transformés en un enchevêtrement de tôles et de gravats. C'était l'enfer, il y avait les éclairs, le tonnerre et soudain j'ai entendu un énorme vacarme. J'ai pensé c'est une tornade. J'ai attrapé mon vélo, mes enfants et je suis sorti.
Et à ce moment-là, j'ai vu l'église s'effondrer d'un seul coup. Au milieu des décombres, des habitants s'étonnent d'être encore vivants. La tornade les a surpris en plein sommeil. C'était comme si un train était entré dans la maison. D'un seul coup, tout est parti. Dieu était avec moi. Heureusement, je fais partie des survivants. Mais mes voisins n'ont pas eu cette chance. L'état d'urgence a été déclaré dans 4 comtés de Floride. Les dégâts sont considérables, les habitants démunis. On ne sait même pas par où commencer. Plusieurs heures après le passage de la tornade, les secours continuent de chercher d'éventuelles victimes. 20 000 personnes sont toujours privées d'électricité et l'autoroute du secteur reste fermée à la circulation. Pour l'heure, les services météorologiques maintiennent l'alerte. Enfin, en Chine, où l'environnement est bien loin des préoccupations quotidiennes, on retiendra ce contre-exemple. La ville de Shanghai a décidé de construire en 4 ans une ville écologique sur une île. Ce sera l'une des attractions de l'exposition universelle en 2010. Pascal Golomer, Sylvain Chiome. L'île de Chongming est à plus d'1 heure de ferry de Shanghai, à l'embouchure du fleuve Yangtze. 300 000 personnes y habitent en permanence, mais tout au bout, à l'est, il n'y a plus que des champs, des marécages et quelques fermes. C'est là que Dongtan sortira bientôt de terre, la première ville écologique au monde. Voilà à quoi elle devrait ressembler dans 4 ans. Beaucoup de plans d'eau et d'espaces verts. Il y aura des navettes fluviales. Les voitures et les 2 roues seront interdits à moins d'être électriques. Dongtan produira elle-même l'énergie dont elle aura besoin, grâce au traitement de ses déchets, grâce aussi à des panneaux solaires et à des éoliennes. 3 exemplaires se dressent déjà au milieu des marais, une centaine d'autres devraient suivre. Le but, c'est que les 80 000 personnes qui vivront ici rejettent un minimum de dioxyde de carbone. Comparé à Shanghai, avec sa croissance record et ses 18 millions d'habitants, l'expérience écologique de Dongtan peut paraître dérisoire. Mais les dirigeants chinois veulent jouer les visionnaires, inventer pas seulement une ville, mais une nouvelle façon d'y vivre. Ce sera un vrai plaisir de résider sur cette île. Non seulement les gens y habiteront, mais ils y travailleront aussi et pourront s'y amuser le week-end. Plus besoin donc de faire ces longs trajets en voiture que doivent faire ceux qui vivent dans n'importe quelle grande ville. Les entreprises candidates sont donc les bienvenues, à condition évidemment qu'elles soient non polluantes. Les Chinois voudraient faire de Dongtan le modèle à suivre. Mais c'est un modèle bien utopique, dans un pays qui doit construire au plus vite des dizaines de villes nouvelles pour accueillir chaque année 20 millions de personnes venues des campagnes. Politique avec Nicolas Sarkozy en campagne à Maison-Alfort. Il s'est adressé hier soir aux enseignants, traditionnellement acquis à la gauche sur place. Loïc de la Mornay, Marine Vincent. Nicolas Sarkozy affectionne ces petites salles pleines à craquer où il est proche de son public. Et pour son premier meeting en Ile-de-France, il a voulu lancer un nouveau thème de campagne après le travail, l'éducation. Je m'engage, si je suis élu président de la République, à donner aux enseignants de France la considération qu'il aurait dû, à revaloriser leur carrière si dévalorisée depuis un quart de siècle. Hausse des salaires, programme scolaire discuté devant l'Assemblée nationale, généralisation des heures d'études après les cours. Le candidat n'a pas hésité à qualifier ces mesures de politique de civilisation, se référant maintes fois à l'icône Jules Ferry. Le candidat UMP va même plus loin. Je souhaite qu'une allocation familiale soit versée dès le premier enfant, parce que le premier enfant représente une charge très lourde pour les jeunes couples qui sont au début de leur carrière professionnelle. En cajolant le monde enseignant et la famille, Nicolas Sarkozy entend s'offrir le luxe de ratisser à gauche. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient gênés que je m'adresse à l'électeur de gauche. Mais pour moi, avant d'être de gauche, il est de France. Et mon devoir, c'est de lui parler. Parce que la vraie gauche, la gauche de Blum, la gauche de Jaurès, elle parlait des travailleurs parce qu'elle respecte le travail. Nicolas Sarkozy a précisé une de ces mesures qu'il a d'ailleurs en commun avec Ségolène Royal, l'instauration d'un service civique pour tous les jeunes Français. Pour le candidat UMP, il serait obligatoire et d'une durée de 6 mois. Et puis on retiendra la réponse du Parti socialiste par la voix de Jack Lang. Le conseiller spécial de Ségolène Royal a dénoncé la supercherie du discours de Nicolas Sarkozy. Bruno Rebel, conseiller de Ségolène Royal et ancien directeur de Greenpeace, a consulté aujourd'hui sa fiche des RG au siège de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il parle de tentative de déstabilisation de l'équipe de Ségolène Royal. Ahmed Tazir, Virginie Travers.
Bruno Rebel, l'homme qui intéresse les renseignements généraux, est venu consulter le dossier DRG le concernant, comme la loi le lui permet. Au siège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus d'1 heure de consultation. Un dossier d'1 centaine de chemises. À la sortie, cet ancien président de Greenpeace France et nouveau conseiller à l'environnement de Ségolène Royal dénonce ce qu'il appelle un fichage politique. Dès l'instant où il est connu publiquement que j'ai rejoint l'équipe de Ségolène Royal le 4 janvier, que les investigations se poursuivent, que dans une note du 22 janvier, les services reconnaissent que je ne suis plus en fonction dans l'organisation Greenpeace, que d'autres informations vont être communiquées à la presse le 24 janvier, il y a effectivement abus dans le sens où ces investigations n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc ce sont effectivement des tentatives de déstabilisation de l'équipe de Ségolène Royal. Révélée par le Canard enchaîné, l'affaire vise les RG qui affirment n'avoir jamais agi sur ordre, sous-entendu avoir agi sans l'intervention de Nicolas Sarkozy. C'est le militant de Greenpeace qui intéresserait les renseignements généraux. Seulement voilà, l'homme a rejoint l'équipe de Ségolène Royal le 4 janvier. Mais les enquêtes, elles, se sont poursuivies. On ne savait pas que Bruno Rebel avait rejoint l'équipe de la candidate socialiste, aurait affirmé les RG, argument rejeté. Constatons d'ailleurs qu'il y a ici ou là des documents qui manifestent que l'on savait qu'il avait rejoint cette candidate, notamment une coupure d'un article de l'Humanité dans lequel d'ailleurs il est à tort présenté comme l'accompagnant en Chine. Donc on savait bien qu'il l'avait rejointe. Si, je tiens à remercier la CNIL. Un remerciement appuyé à la CNIL et une balle désormais dans le camp de la justice. Bruno Rebel a porté plainte contre X pour atteinte à sa vie privée. Contre la peine de mort à Paris, 3000 manifestants ont défilé de la Bastille à l'Hôtel de Ville à l'issue du 3e congrès mondial. Dans le cortège, Robert Badinter, mais aussi Marie-Georges Buffet et de nombreux abolitionnistes. À ce jour, 89 États ont renoncé à la peine de mort, mais le chemin est encore long. La peine capitale est encore appliquée dans 78 pays. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis comptabilisent à eux seuls 94% des exécutions. Aux États-Unis, où les abolitionnistes gagnent sérieusement du terrain, l'opinion publique ressent, c'est vrai, un certain malaise face aux nombreuses erreurs judiciaires et aux ratés des exécutions par injection létale. En 2007, près d'un tiers des États ont renoncé aux exécutions. Prochainement, le New Jersey devrait abandonner aussi les couloirs de la mort. C'est la première fois depuis 1976 qu'un État abolit la peine capitale. Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. C'est la marche de la mort. Juste après ce rap ultime, Maurice Brown sera exécuté comme 52 autres condamnés en 2006. 38 États sur 50 appliquent la peine de mort, mais elle régresse constamment. Le New Jersey devrait l'abolir cette année sur les conseils d'une commission. Le chef de la police en fait partie. C'est un système qui ne marche pas, ça n'a pas fonctionné dans le passé, ce n'est toujours pas dissuasif aujourd'hui. Argument contre la peine de mort, la méthode d'exécution des condamnés. Exemple, Angel Diaz en Floride. Son agonie a duré 34 minutes en décembre dernier. En cause, une erreur semble-t-il au cours de l'injection létale. Une enquête est en cours. Les exécutions suspendues dans cet état. Autre débat dans le New Jersey, l'exigence de justice pour les familles des victimes. Cette avocate, membre de la commission, a son mot à dire. Sa sœur a été tuée, mais elle se prononce contre la peine de mort pour son assassin. À sa place, la prison à vie, sans libération possible. L'homme qui a tué ma sœur peut rester en prison toute sa vie. C'est ce qui va se passer. Et je suis satisfaite avec ça. Au cœur du débat, la responsabilité morale. Un point de vue que ce pasteur défend avec force au sein de la commission. Sommes-nous suffisamment en faveur de la peine de mort pour prendre le risque de faire des erreurs, même une seule erreur? Plus d'une centaine de condamnés à mort ont été libérés en effet grâce à des tests ADN. Voici le dernier, Pete Williams, à sa sortie de prison le 23 janvier dernier. Il a passé 21 ans derrière les barreaux. Ils m'ont dit que ce n'était pas mon ADN et j'ai pensé, mon Dieu, je rentre à la maison. Pete est sauvé de justesse. Il y a 3400 détenus aujourd'hui dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Du côté de l'espace, présentation de ce satellite équipé de l'un des plus gros télescopes jamais construits. Il aura pour mission de découvrir comment est né l'univers depuis sa création, comment il a évolué. À la recherche du Big Bang, Patrice Pellet, Zindenberghus. Une fois positionnée à 1,5 million de kilomètres de la Terre, la fabuleuse mission du satellite Planck
pourra commencer. Jour après jour, il va en effet scanner le fond de l'univers. Sur 360 degrés, l'image de la matière qui s'est dégagée juste après le Big Bang va alors apparaître. Elle devrait ressembler à ceci, avec des zones chaudes et froides. Pour les scientifiques, des informations pour comprendre la formation de l'univers. En fait, on cherche à retrouver ce qu'on appelle le signal cosmique environ 300 000 ans après le Big Bang. Dû à l'expansion de l'univers, c'est le signal qui nous arrive maintenant, on le reçoit maintenant. À l'avant du satellite, un magnifique télescope. Pur comme du cristal, il va capter le signal émis voici 13 milliards d'années. Et pour un fonctionnement optimum de cette belle machine, une partie de l'électronique va être refroidie à moins 273 degrés. On appelle ça des satellites cryogéniques, autrement dit, des congélateurs de l'espace. C'est des challenges qui sont constitués par des missions qu'on n'a jamais faites. Donc, on part de rien, on invente tout de A à Z et donc on le réalise et on vérifie que les performances sont à la hauteur de ce qu'on attend. Le satellite Planck, en hommage au physicien Max Planck, est en cours de finition. Son lancement est prévu en juillet 2008. Il mettra 2 ans pour remplir sa mission. Dans le reste de l'actualité, manifestation dans les Yvelines contre le tracé de la Francilienne qui prévoit de passer de Conflans à Orgeval. Quelques 2000 personnes sont venues dénoncer ce choix incompréhensible qui fait passer une autoroute, disent-ils, au milieu d'une ville. Une bataille qui dure depuis des années. Florence Mavic, Samuel Humez. Une fronde anti-bitume, une révolte contre un trop-plein de routes, de rocades, d'échangeurs. À Conflans-Sainte-Honorine, dans l'ouest parisien, on s'insurge contre un projet qui menace directement la ville. On dit qu'il y a trop de gaz carbonique, tout ça, et on va faire passer une autoroute au milieu de la ville, ça ne tient pas debout. Ce pont qui franchit la Seine est déjà bien encombré. L'État envisagerait donc de l'élargir ou de construire à côté un nouvel ouvrage. Un flot supplémentaire de véhicules s'engouffrerait dans la ville. Les habitants imaginent sans peine les nuisances. La pollution déjà, avec près de 200 000 véhicules jour, vous voyez, la pollution, le bruit. Déjà là, avec un très petit trafic, on voit bien le bruit. Le pont de Conflans-Sainte-Honorine n'est qu'un maillon dans le réseau routier d'Île-de-France. Une boucle, appelée francilienne, relie les principales villes de banlieue entre elles. Un tronçon est encore en gestation. Au dire des usagers, plus les années passent et plus on est englué dans les embouteillages. Ce n'est pas les infrastructures autoroutières qui sont ajoutées qui amènent une amélioration, c'est des pompes aspirantes. Ça amène de la complication. Avec 35 millions de déplacements quotidiens tout confondus, la région parisienne frôle la congestion. Sans nouveau réseau routier, l'activité économique va en pâtir, s'inquiètent les chefs d'entreprise, soutenus par une partie des élus. Le temps de parcours est trop important et que les conséquences pour leur activité seront néfastes en termes de rentabilité. La rentabilité, c'est le cadet des soucis pour les habitants concernés par la proximité d'une nouvelle autoroute. Ça passe en plein milieu de la ville. Leur crainte, c'est une construction qui frôlerait les écoles. Car les poumons des enfants sont en effet très sensibles aux particules rejetées par les pots d'échappement. En Corse, 3 ouvriers sont morts dans un accident sur le chantier d'un pont en construction. La passerelle s'est brusquement effondrée. Le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête. On passe au sport avec du rugby. Le 15 de France réussit son entrée dans le tournoi des 6 nations. Les tricolores se sont imposés 39-3 en Italie, notamment grâce à 5 essais. Christophe Vicheron, Frédéric Basile. Une minute de silence en mémoire du policier italien mort hier à Catane à la suite d'affrontements avec des supporters de foot. Hommage émouvant qui laisse sa place à la fête du rugby dans une belle ambiance de printemps. À dire vrai, la fête fut tricolore et la défaite transalpine. 25 minutes de jeu. Christophe Dominici part en contre, comme jadis Jules César partait en conquête, avec un bel appétit de victoire et ses jambes de trentenaire qui tournent aussi bien qu'à 20 ans. Il marque le premier essai des Bleus et s'est transformé 10-0. Quelques minutes plus tard, vite joué, bien joué, Cédric Aimant s'échappe le long de la ligne de touche et aplatit dans l'embut. 17-0. Juste avant la mi-temps, en force, Sébastien Chabal alourdit la note de l'addition. 22-3 pour les Bleus au repos. Pendant la mi-temps, les Italiens envoient une légion romaine en renfort.
Un tour de terrain pour amuser la galerie et les affaires reprennent. Un deuxième essai de Chabal, au nez à la barbe des Italiens. Des Italiens bien décevants cet après-midi, mais c'est la faute des Français. Sérieux, appliqué, concentré, avec une défense de fer et une attaque de feu. 5e essai de l'après-midi, inscrit par Yannick Josion. On avait besoin de se rassurer. Effectivement, en attaque, on a eu quelques déchets. Tout n'a pas été parfait, mais la défense aujourd'hui nous a mis dans le match et on a pu donner le ton. Score final 39-3. Voilà des Français au paradis latin, ce qui doit amuser nos ancêtres les Gaulois. Quand on reparle du réchauffement climatique avec cet hiver indien qui n'en finit pas, du beau temps un peu partout en France, des températures plutôt très douces pour la saison. Image carte postale sur la Côte d'Azur. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Moonboots, parka et bonnet, Juan-les-Pins a connu tenue plus légère. Mais aujourd'hui, l'eau, on se contente de l'approcher. Je vais la toucher, mais il y a des blagues. C'est des vagues. Les plus hardis y vont à talons et en pantalon. 17 degrés au sec, beaucoup moins dans l'eau. Les petits baigneurs n'ont que leur bâton pour creuser. Tu vas pas dans l'eau? Pourquoi? Parce que je suis habillée, je vais pas me mouiller. Autant de soleil en février, même les Azuréens sont surpris. Un petit peu quand même, hein, c'est assez inquiétant même. Mais il fait quand même tous les ans des belles journées en hiver et voilà. C'est pas inhabituel pour nous, quoi. C'est la Côte d'Azur. J'ai prévu une petite couverture, mais le temps est vraiment formidable. Voilà. Vous êtes en maillot en dessous? Ah non, pas du tout, non. Du soleil à l'horizon pour tout le week-end. Sur la Côte d'Azur, ce n'est que mardi que les premiers nuages viendront gâcher le ciel. Les folles journées de Nantes, 275 concerts en seulement 5 jours. Un succès inégalé pour un festival de musique classique avec cette année une toute autre façon de découvrir Tchaïkovski. Aaron Tanzit, Jean-Jacques Le Garec. Certains vont crier au scandale. Il y a, c'est vrai, un petit air de classique, mais noyé sans vergogne, sous une tonne de décibels, cela ne ressemble plus à rien. La folle journée de Nantes aurait-elle cette année complètement perdu la tête? Au départ, pourtant, tout allait comme à son habitude. Le matin, les scolaires. À partir du moment où on va rentrer ici, on n'entend plus un bruit. Histoire d'éduquer les oreilles de nos chers chérubins qui, question musique, ont déjà leurs références. Shakira, Laurie, Nadia. L'après-midi, rien que du classique. Le perpétuel va-et-vient dans la Cité internationale des congrès, dédiée 5 jours durant à la grande musique. Exemple. Tchaïkovski, Grieg, j'adore Grieg. Eux aussi adorent Grieg ou Tchaïkovski. Mais à leur façon. Ils jouent du rock ou de l'électro. Mais ce soir, invités par la folle journée, ils ont changé de répertoire mais pas d'instrument. On a 10 minutes, il y a 6 groupes qui passent. Si on va avoir une chance que les gens ce soir, en allant se coucher, ils pensent un peu à nous, il faut vraiment tout donner, quoi. Le lac des Cygnes, revisité par une bande de gamins d'à peine 18 ans, du jamais entendu à Nantes. Mais à la fin du récital, c'est gagné. Tous les métissages sont bons. Ouais. C'est merveilleux, quoi. La musique avance. Et puis, elle vit, c'est vivant. Certains puristes diront que l'expérience a ses limites. Aucun rocker en herbe ne viendrait écouter l'orchestre philharmonique de Varsovie. Tous dans le même rythme, peu importe la partition ou l'instrument, la musique a décidément quelque chose d'universel. C'est vraiment puissant. Avant de refermer ce journal, on a appris il y a moins d'une heure la disparition de Michel Roux. Il était à l'écran la voix de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Comédien et metteur en scène, figure incontournable d'Au Théâtre ce soir. Cet autodidacte était sur les planches depuis 1943. Il a interprété de très nombreux succès populaires comme La Cage aux Folles, Le Canard à l'Orange ou encore Le Dîner de Con. Le blanc, juste le blanc, juste le blanc
fois. Ça fait pas belge du tout. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, tenue de soirée présentée en direct de Bordeaux par Michel Drucker, avec entre autres invité Nicolas Canteloup. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.